Alors bonjour à tous. Alors déjà, merci d'être venus nombreux pour ce premier talk de la journée. Moi, je me présente, je m'appelle Johan, je suis Ops ingénieur chez Decathlon. Et moi, je m'appelle Maxime, je suis staff engineer chez Decathlon. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire ce qu'on vous a toujours dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire mettre en prod le vendredi après-midi. Mais je vais commencer par une question. Levez la main si vous avez déjà pété la prod en déployant un bug, une mauvaise config, un truc comme ça dans votre carrière. Oula! Mais ça fait beaucoup de mains levées, pourtant vous êtes tous des super ingénieurs, la preuve vous êtes là ici aujourd'hui. Mais moi je le comprends, parce que l'erreur est humaine, notre cerveau c'est pas une machine, et ça nous arrive à tous de faire des erreurs. Alors dans ce talk, on va voir pourquoi chez Decathlon on a besoin d'un canary. On va voir comment ça marche, et puis in fine, on va voir ce qu'on a appris de cette expérience. Tout d'abord, Decathlon Digital, c'est quoi? Decathlon Digital, c'est des milliers d'ingénieurs à travers le monde au service du sport, dans 3 domaines différents, la partie produits sportifs, la partie logistique et la partie omnicommerce, dont on fait partie avec Max côté e-commerce. Et comme vous le savez, le e-commerce a beaucoup changé ces dernières années. Donc en effet, vous n'êtes pas sans savoir, en 2024, Decathlon a entrepris une grande entreprise de rebranding. Donc on a changé notre logo, on a un petit peu changé la couleur du bleu, on a changé les uniformes en magasin, la tête des magasins, on a revu un petit peu nos marques. Et donc ça voulait aussi dire revoir un petit peu comment on faisait nos sites internet. On a aussi changé la phrase. Et on a changé Ready to Play. Donc ça, à l'époque, en 2024, nos sites internet, ils avaient à peu près cette tête-là, c'est-à-dire des choses très différentes. Pourquoi? Parce qu'on donnait beaucoup d'autonomie aux gens des différents pays. Donc ils avaient tous la liberté de faire et ou de customiser leur site eux-mêmes, voire parfois ils avaient leur propre infra. Ça a donné beaucoup de différences, notamment dans la vitesse à laquelle ils ont été capables de mettre en place le rebranding sur leur site, ce qui donnait une expérience pas très homogène. Et donc, on nous a demandé de converger un petit peu vers une expérience plus homogène, une application plus unique. Et pour ça, on a revu comment on construisait nos sites front-end. Alors, on est reparti from scratch. À l'époque, on avait un déploiement par pays et on a migré vers un déploiement pour tous les pays. Ce qu'on appelle du multi-tenant. Chez nous, un tenant, c'est un pays pour le coup. C'est une approche qui permet de favoriser la maintenabilité, mais à côté de ça, ça apporte son lot de risques aussi à côté. Oui, parce que hier, vu qu'on avait un déploiement pour chaque pays, on pouvait se permettre de tester une nouveauté sur un plus petit pays. Mettons chez nous la Hongrie, très peu de clients. C'était un petit peu souvent le même cobaye d'ailleurs. Mais c'était pratique parce que si on faisait une bêtise, on ne mettait pas le business en risque trop fort. On avait des cobayes et une fois que tout était en confiance, on pouvait déployer sur le reste des pays. Tout se passait bien. Avec une approche multi-tenant, c'est plus possible. Si on fait un test, on met en risque l'ensemble de la production de tous les pays. C'est pas possible. Mais ça veut dire quoi mettre en risque? C'est quoi un incident sur le e-commerce? Alors le e-commerce, ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros, si pendant une heure, notre site e-commerce est down, c'est 40 magasins fermés. On va aussi avoir des impacts sur le click and collect. Typiquement, si vous faites un click and collect et que la commande n'arrive pas au magasin, vous arrivez au bout d'une heure, vous demandez votre colis et puis le coéquipier en magasin, il n'a pas préparé votre commande, donc vous ne pouvez pas le récupérer. Et en interne, on a aussi des problèmes si la commande n'arrive pas à l'entrepôt. Typiquement, si toutes les commandes sont prises en compte mais ne sont pas envoyées à l'entrepôt, c'est chômage technique pour les personnes qui sont en entrepôt. Et après, derrière, quand ça se débloque, faut tout rattraper, donc heures sup, etc. Donc on voit qu'un incident virtuel, à la base, peut avoir des impacts humains réels. Et donc il paraît donc clair qu'on doit réduire les impacts de ces incidents sur nos clients. Du coup, l'approche typique, c'est de se dire, quand on veut fiabiliser une application, on va la tester sur des environnements de staging, de pré-prod, ce qu'on veut. Le souci, ça peut être que plus on augmente le nombre de tests, plus on allonge les temps de pipeline de CI, donc plus on perd en vélocité. On prend le risque, avec la flakiness de certains tests, d'avoir du mal à faire passer les pipelines et devoir les relancer plein de fois. On a aussi des difficultés à faire des tests de charge sur des environnements aussi complexes. Il y a toujours des scénarios qu'on ne prévoit pas bien. Il y a même parfois des changements qui sont quasiment impossibles à simuler et à tester. Il n'y a qu'en prod où on a la réalité. Du coup, on a préféré prendre une autre direction pour tester nos applications en cherchant des cobayes différents. Alors, vous le savez peut-être, chez Decathlon, on a une plateforme qui s'appelle Co-Création, sur laquelle on propose à n'importe qui, nos clients, de venir tester nos produits. C'est souvent des tests qui s'inscrivent dans la durée. On va vous prêter une paire de chaussures, par exemple, pendant quelques semaines, et on va vous demander de répondre à un formulaire chaque semaine pour venir nous dire
Est-ce que l'usure est correcte? Est-ce qu'elle se fait à votre pied? Est-ce qu'elle est confortable pour courir tous les jours, etc. Et bien pour nos sites, on s'est dit qu'on allait appliquer la même méthode. On teste en prod avec nos vrais clients, même le vendredi après-midi, et sans tout péter. Et comme nous, on est l'équipe Ops en charge des sites e-commerce, on nous a demandé de trouver le bon moyen technique pour faire ça. Alors après plusieurs recherches, on est tombé sur Flagger. Donc Flagger, c'est un petit logiciel qui date de 2018, qui est un sous-produit en fait de Flux, qui est en GA depuis 2022 et qui est fait par Stéphane Prodan. Mais avant de parler plus en détail de Flagger, on va revoir un petit peu les bases. On va voir ce que c'est qu'un opérateur. Donc je sais que vous savez à peu près tous ce que c'est qu'un opérateur, mais je rappelle les bases. Donc un opérateur, c'est un outil qui va nous permettre d'étendre en fait Kubernetes avec d'autres ressources. Ce qu'on appelle donc des custom ressources. Et cet opérateur va pouvoir interagir avec ces custom ressources lors de la création, de la modification ou de la suppression. Ça nous permet, par exemple, si on veut créer une base de données, on va pouvoir détailler dans notre custom ressource le nom de la table, l'utilisateur, les ACL, etc. Et derrière, notre opérateur va tout mettre en place pour mettre en place le déploiement, le service, la configuration qui va bien pour que notre base de données soit prête à l'emploi. Comme vous le pensez, Flagger, c'est un opérateur. Et donc, le nom du CRD pour Flagger, c'est le Canary. Alors, dans les détails, comment marche Flagger? Donc, on va avoir 4 grandes étapes. La première étape, ça va être le déploiement. Lorsque vous mettez en place votre CRD, donc Custom Resource Canary, sur votre cluster, vous allez nommer explicitement le déploiement, le service, l'ingress. Si vous avez de l'autoscaling type HPA ou KEDA avec Scale Object, vous allez tout définir. Une fois qu'il a toutes ces données-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dupliquer les données. Donc, il va créer ce qu'on appelle un primary. Donc, il va dupliquer et suffixer la donnée avec le primary. La deuxième étape, c'est la segmentation. Vous avez 4 grandes catégories, stratégies de déploiement. Et la partie segmentation va vous permettre en fait, d'envoyer le trafic sur vos canaries. Donc on parle d'A/B testing, on parle de blue-green, on en reviendra en détail après derrière. La troisième étape, c'est la partie analyse. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir analyser en temps réel votre canary pour voir s'il est toujours en bonne santé, si vous avez des erreurs, etc. Avoir un peu la santé en temps réel de votre nouvelle version. Et la quatrième et dernière étape, c'est la partie décision. Et donc là, en fait, avec toutes les données qu'on a récupérées précédemment, toutes les métriques qu'on a récupérées précédemment, Flagger va pouvoir de lui-même décider s'il vient promouvoir la nouvelle version, ou si au contraire, on a détecté des bugs, etc., au niveau des métriques, et là, du coup, faire un rollback et rester sur la version currente. Donc on a vu plusieurs façons, il y a plusieurs façons de faire au niveau de l'étape 2. Donc la première, c'est du shadow, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir dupliquer le trafic. Donc vous avez votre première version qui reçoit le trafic et qui répond à votre utilisateur, et vous allez avoir la deuxième version qui va prendre le même trafic et ne pas renvoyer à l'utilisateur. Donc ça n'a aucun impact utilisateur, mais ça nous permet, nous, de voir si l'application avec des vraies données, des vraies requêtes, fonctionne toujours. La deuxième, c'est le basculement instantané, donc c'est le blue-green. Là, on va faire un warm-up, et une fois qu'on est bien d'équerre, etc., on switch de la version currente à la nouvelle version. La troisième étape, c'est l'A/B testing. L'A/B testing, on va pouvoir cibler une population précise via des headers ou via des cookies pour justement tester la version 2 et vérifier qu'elle fonctionne bien. Et la dernière étape, la dernière stratégie, ça va être le déploiement progressif. Là, l'idée, c'est qu'on va déployer progressivement notre trafic sur notre nouvelle version et voir ce qui se passe. Si on fait un focus sur cette dernière. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, si on a choisi une stratégie Canary avec des paliers de 5 à 50% toutes les 5 minutes. Ça commence par un élément déclencheur. Quelqu'un a changé une configuration, un secret, la version de l'application. Donc, Flagger va venir envoyer un petit peu de trafic sur le Canary, démarrer à 5%. Il surveille, il attend 5 minutes. Si tout se passe bien, il va continuer à monter et augmenter la proportion de trafic petit à petit jusqu'à 50%. Si à ce moment-là, tout est toujours bon, on considère que c'est suffisant pour assesser la santé de l'application. Et donc là, Flagger va venir faire la mise à jour de la version ou du changement sur la version primaire. Donc on a un premier pod, une update au standard de déploiement. Et une fois qu'il a terminé, il va venir couper le trafic sur le Canary pour envoyer tout le reste sur le primaire.
et il va pouvoir éteindre petit à petit le canary pour qu'il soit prêt pour la prochaine itération. Dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une de nos plus grosses API de prod, celle qui décline nos produits. On est à 3000 requêtes secondes. C'est sûrement trop petit pour le voir là, mais c'était à 17 heures la semaine dernière, donc on ne vous ment pas. Et donc on voit bien les différents paliers, de 5 à 20% dans leur cas. Eux considèrent qu'avec le trafic qu'ils ont, au bout de 20%, s'ils ne détectent pas d'erreur, ils sont confiants que la version est saine, et ils passent au rollout derrière. Donc là, on le voit bien, qui se déroule sur quelques minutes. Vous noterez que les intervalles sont très courts, 2 minutes, ça va très vite. C'est parce qu'ils ont beaucoup de trafic, on en reparle après. Donc on a vu Flagger, c'est 100% automatisé, c'est 100% magique, mais l'autonomie n'empêche pas le contrôle. Donc il existe des moyens d'interagir avec Flagger pour voir ce qui se passe. Le premier moyen d'interagir avec lui, ça va être d'utiliser des webhooks en mode notification. Donc vous allez avoir 2 types de notifications. La première, c'est sur des étapes bien précises. Donc là, vous pouvez le voir pré-rollout, rollout, post-rollout. Et ces événements-là vont vous permettre de déclencher des choses. Typiquement, vous allez pouvoir, grâce à ça, lancer des tests de charge, des tests end-to-end, etc. Et le deuxième type d'événement, ça va être les events. Les events, où là, en fait, vous allez avoir le déroulé de votre process Flagger. C'est-à-dire que vous allez voir toutes les étapes sur lesquelles il est passé, où il en est rendu, etc. Là, c'est plus de la notification humaine. Deuxième type de webhook, là, c'est pour le contrôle. Là, vous allez pouvoir demander à Flagger des confirmations. Donc là, en fait, Flagger va vous dire, est-ce que je passe à l'étape suivante? Donc, on va avoir 2 types de confirmations, rollout, traffic increase. Et donc, ces étapes-là vont être en attente tant qu'on n'a pas donné notre go. La troisième qu'on peut voir sur l'écran, la troisième, c'est le rollout. Le rollout, c'est hyper important. C'est pendant tout le process de Flagger. Si on détecte n'importe un problème, finalement, on va pouvoir rollback directement sur la version currente sans se poser de questions. Ça, c'est pendant tout le process de Flagger. Donc jusqu'ici, on vous a expliqué pourquoi chez Decathlon, on considérait qu'on avait besoin de déploiement progressif dans notre contexte. On vous a montré comment Flagger nous permettait de le faire. Mais en pratique, on a découvert pas mal de petits points d'attention lors de la mise en place qu'on voulait partager avec vous. Le premier, alors nous, on est utilisateur de Datadog. Et un des premiers points sur lequel on est tombé, c'est que Datadog, il a des rate limits assez agressifs sur ses API de query de métriques. Et Flagger, s'il se prend un HTTP 429 quand il essaie de récupérer les métriques, il considère que c'est une erreur. Et donc, en fonction des seuils de nombre d'erreurs qu'on a mis dans la politique, il peut décider de faire un rollback. Or, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, qu'il vienne faire un rollback de notre mise en prod parce que l'observabilité ne marche pas correctement. Et à ça, on n'a pas de grosse solution à date. La première, ce serait de ne pas utiliser Datadog et de remonter une stack d'observabilité en local, ce qui n'est pas terrible. La deuxième, c'est d'utiliser l'opérateur Datadog avec la CRD Datadog métrique qui permet de batcher les requêtes et d'en faire passer beaucoup plus. On a proposé la contribution dans le repo de Flagger, c'est en attente de review et si tout se passe bien, ça devrait être disponible bientôt. Mais au-delà de Datadog, il y a quand même des subtilités dans Flagger même. Alors la première subtilité qu'on a eue, c'est sur ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est la duplication des ressources. Donc en gros, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que Flagger, il vient lire la custom resource que vous avez définie, donc le fameux canary, et il va lister en fait le déploiement, le service, l'autoscaling, l'ingress, et il va dupliquer automatiquement cette ressource-là. Il va aussi faire de même pour les config maps et les secrets lorsqu'ils sont montés en volume. Comme vous le savez, lorsque vous montez en volume des config maps ou des secrets, lorsque le config map ou le secret est changé, c'est automatiquement impacté sur le pod, pardon. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on attend de lui. Il a aussi la capacité de pouvoir modifier les ressources à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une ressource, typiquement, vous avez un HPA, donc un autoscaling, vous mettez votre métrique Prometheus, vous mettez votre label avec marqué là, typiquement App Live, et automatiquement, Flagger va voir ce tag-là, il va dire « Ah non, c'est pas App Live, c'est App Live Primary ». Donc, il va automatiquement modifier ces trucs-là. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça vient pas juste dupliquer la donnée, mais ça vient aussi modifier l'intérieur pour avoir vraiment la cible. Donc, on peut le voir là. On avait App Live que j'ai déployé normalement, et automatiquement, Flagger a créé App Live Primary. Voilà.
Par contre, il y a un souci lorsque le Flagger ne connaît pas explicitement la ressource. Typiquement, comme ce que disait Max, on essaye d'utiliser nous Datadog Metrics, et Datadog Metrics, Flagger, il ne le connaît pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir notre HPA, comme vous pouvez le voir, qui va être suffixé par primary. Par contre, le AppLive, il n'est pas suffixé par primary. Donc, on peut avoir des problèmes typiquement sur... on décrit en fait une métrique Datadog pour scale up, scale down, et on met le label qui va bien pour AppLive. Et là, du coup, Flagger ne va pas le remplacer par AppLive primary. Ce qui fait que du coup, on va scale avec le primary sur des données qui ne sont pas du primary, mais du canary. Donc, ça peut avoir des petits soucis. On peut avoir des petits soucis de scale par rapport à ça. Et donc là, du coup, il faut prendre en compte le fait qu'on puisse, qu'il faut dupliquer manuellement la métrique pour justement pallier à ce problème. Alors, quand on utilise Flagger, ce qui nous intéresse quand même le plus, c'est sa capacité à faire des rollbacks automatiquement sans intervention humaine, et c'est ça qui nous permet de mettre en prod le vendredi soir. Mais pour ça, il faut bien le maîtriser, et il y a des petites subtilités. La première, c'est au niveau de la précision des mesures. Et ça, c'est des concepts statistiques. Je ne vais pas vous faire un cours de maths. Mais si vous voulez être capable de mesurer précisément un taux d'erreur, mettons de 1%, il vous faut un certain nombre de milliers de requêtes sur cet intervalle de mesure pour que la mesure du pourcent soit fiable, ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Par exemple, chez nous, le site web, la partie catalogue, on a énormément de trafic, que ce soit des humains, des crawlers, des bots, etc. Donc, on peut faire des intervalles courts. Par contre, sur notre tunnel de commande, là déjà, on n'a plus que des humains. Et vous vous doutez bien qu'il y a quand même moins de gens qui commandent que de gens qui consultent le catalogue. Donc, on est obligé d'élargir les intervalles de mesure. Le deuxième point d'attention, c'est de bien connaître le temps que met votre système de monitoring pour à la fois collecter, ingérer, digérer et rendre disponibles vos métriques. Nous, dans le cadre de Datadog, on a détecté qu'on pouvait parfois approcher la minute entre le moment où quelque chose se passe et le moment où Flagger est capable de le détecter dans ses métriques. Donc il ne faut pas que l'intervalle de mesure soit plus large que ce temps de récupération métrique, et voire même qu'il corresponde à 2, 3, 4 fois cet intervalle. Mais dans tous les cas, on ne sait pas toujours détecter automatiquement un problème. Parfois, c'est manuel, et donc on veut pouvoir rollback manuellement. Oui, comme le dit Max, en fait, on n'a pas 100% des métriques qui peuvent gérer l'application. On n'est pas exhaustif sur les métriques. On va avoir des problèmes, par exemple, de fuite mémoire. Ça va être des problèmes qui vont être détectés et qui vont commencer à poser problème très longtemps après le déploiement. On va avoir aussi le fait d'avoir une métrique qui soit stable. Typiquement, plus le temps passe et plus notre métrique est fiable et pertinente pour le coup. Et donc, pour pallier à ce problème-là, typiquement, si on a un bug visuel dans l'application et qu'on ne voit pas au niveau des métriques, on veut avoir un bouton d'urgence pour dire « je veux rollback parce que j'ai détecté un truc que Flagger n'a pas détecté ». Donc, on va avoir deux étapes. On va avoir, comme je disais précédemment, la partie webhook rollback qui va nous permettre, pendant le process de Flagger, de pouvoir rollback directement sur la version currente. Et on va devoir mettre en place un système de rollback post-déploiement. Post-process Flagger. Et donc pour ça, ce qu'on veut, c'est pas se retaper en fait tout le process Flagger avec la montée en charge, etc., etc. Et donc là, Flagger nous permet en fait d'avoir une petite section, une petite option qui nous permet en fait de skip toute la partie process et de directement déployer la version cible sans passer par le process de montée de charge, etc. Et ça en fait, c'est que ça, c'est pas par défaut dans Flagger. C'est à vous de venir modifier la ressource Canary, désactiver l'analyse, faire votre déploiement et puis la réactiver pour la prochaine fois. C'est ça. Autre point d'attention, on va avoir, ce que je disais tout à l'heure, la partie skip analysis. Donc là, ça vous permet en fait de désactiver le process Flagger pour justement directement mettre en prod. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'initialisation de Flagger, il faut vraiment mettre cette option-là à false. Pourquoi ? Parce que si vous ne la mettez pas ou si vous mettez à true, Flagger va vouloir déployer tout en même temps. Donc il va déployer le primary, le service et il va router votre trafic directement sur le service qui est en cours de création. Et donc vous allez avoir un downtime forcé parce que tout n'est pas prêt. Donc il faut vraiment prendre son temps, mettre un skip analysis à false pour qu'il prenne son temps et qu'il installe bien tout comme il faut et vous éviterez le downtime. Le deuxième point d'attention qu'on a vu aussi, c'est la partie synchronisation. On a vu tout à l'heure que
Lorsque vous avez une modification sur le déploiement, modification sur la config map ou sur le secret, Flagger lance automatiquement un process pour déployer pour promouvoir ou lancer le process de Flagger. Et donc là, si on modifie par exemple le HPA ou le scale object, eh ben on n'a pas ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, il ne détecte pas, il ne va pas lancer un process automatique. Ce qui fait que vous allez avoir votre modification qui va être faite sur le canary, mais tant que vous n'allez pas avoir de process Flagger de lancer, eh ben votre modification ne sera pas sur le primary. Donc il faut faire attention, vous avez potentiellement fait la mise à jour, mais il faut déclencher le process Flagger manuellement ou attendre une version pour que ça soit pris en compte sur la production. On a vu des défis techniques pour le coup, mais le plus grand défi n'était pas technique, mais humain. En effet, c'est un feedback très commun quand on fait des produits par la tech et qu'on oublie d'avoir une approche un petit peu produit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un besoin qui nous a été remonté de attention, appli multi-tenant, risque d'impact en prod, etc. Donc on nous a demandé de faire une étude technique, de trouver le bon produit, de l'implémenter après l'avoir testé. Et donc on a fait notre petit travail, on a monté nos outils, et puis ensuite on allait le présenter aux devs en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut déployer maintenant. Et là, erreur 500, ils nous ont dit bah, vous êtes gentil, mais c'est pas vraiment ça dont on a besoin. Et puis comment on fait le rollback instantané, et mes métriques, en fait, je les veux dans Datadog, pas dans Prometheus. Donc, si j'ai un apprentissage à sortir de ça, c'est surtout que fournir un outil seul, c'est pas idéal. C'est beaucoup mieux de le co-construire avec les utilisateurs parce que ça vous permet de ne pas rater tous ces poids d'intention au fur et à mesure de l'implémentation et d'avoir le bon résultat tout de suite à la fin. On a quand même réussi à corriger le tir, on a discuté avec les devs, mais on a perdu un petit peu de temps sur la timeline qu'on s'était donnée au début. Du coup, merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère que ça vous a donné envie de tester Flagger, pour le coup. Nous, ça nous a rassurés pour faire des MEP le vendredi soir. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou sur Blue Sky. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks. C'est pas un exercice c'est la première fois qu'on fait ça globalement en public. Donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks pour faire des retours. Ce serait sympa. Vous aurez ça lors de toutes les confs de la journée. Et c'est super utile pour nous d'avoir vos retours. Bon, il nous reste 5 minutes pour les questions. Partez pas de suite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Voilà. Je vais passer par là et puis je vais faire le tour. Bonjour. Alors moi j'ai juste 3 questions. J'essaie de faire vite. Est-ce que vous avez regardé les différentes solutions du marché, notamment Argo Rollout et tout? Qu'est-ce qui vous avez fait choisir Flagger plutôt qu'autre chose? Quels sont vos critères en fait? Alors c'est que nous aujourd'hui notre mécanisme de CD c'est exclusivement Flux. Et donc on a choisi Flagger parce qu'il est fait pour et par Flux et donc son intégration elle est native. Ok, il n'y avait pas de comparaison, c'était juste l'écosystème allait avec. Ouais. La deuxième question, vous avez fait du pourcentage, le 90-10. Vous avez géré une forme de stickiness pour que l'utilisateur n'ait pas une expérience un peu bizarre. Oui. En fait, il y a 2 façons de faire sur Flagger. Soit vous utilisez en fait la Gateway API style Istio et en fait c'est natif. Vous avez une stratégie de déploiement qui permet d'être canary avec Sticky Session. Soit vous pouvez utiliser les webhooks. Typiquement, moi on a posé la question tout à l'heure, on est encore sur Nginx, Ingress Nginx, on est en train de migrer. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le Sticky Session directement, on a édité directement via des webhooks l'ingress pour mettre le Sticky Session, ce qui fait qu'un utilisateur qui va sur la V2 ne revient pas après sur la V1, il reste sur la V2. Et ça se chaîne si jamais il y a d'enchaînement d'API Ouais. Et la dernière question, désolé, c'est par rapport à Datadog. Oui. Il y avait un tag supplémentaire qui était injecté pour que les devs soient capables de voir les logs qui correspondent à la nouvelle version et soient capables de le distinguer. Nativement, on a déjà le nom du déploiement, etc., qui sont propagés, donc on peut se servir de ça. Non, je crois qu'on n'a pas besoin de rajouter de header supplémentaire. D'accord, ils savaient s'en servir tout seuls, requêter pour savoir quels étaient les logs de la nouvelle version. C'est à vous de construire la requête en fait, que vous donnez à Flagger pour choisir comment surveiller votre monitoring et qu'est-ce qui correspond à une erreur ou non. Moi, je parle de l'expérience des devs derrière. Justement, et c'est là
plus long dans le travail, c'est d'arriver à trouver la bonne métrique. Au début, elle ne sera pas parfaite, d'où le fait qu'on a besoin de faire des rollbacks régulièrement. Et petit à petit, on va l'améliorer jusqu'à avoir quelque chose qui couvre 99% des cas d'erreur. Mais c'est le plus gros travail, c'est de trouver la bonne requête à mettre dans l'analyse. Merci. Une autre question par là. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Comment est-ce que vous gérez les changements de version quand il y a des modifications de base de données qui ne seraient pas compatibles de la V1 à la V2 ? Et est-ce que vous utilisez, deuxième question, du service mesh ? Alors aujourd'hui, on n'utilise pas encore le service mesh. On a considéré que c'était trop de complexité par rapport à nos besoins, à date. Pour les changements de base de données, il y a 2 stratégies. Nous, on aime bien que nos devs ils fassent l'effort d'être forward et backward compatibles sur leur schéma de base de données. Et quand ce n'est pas possible, ils ont la possibilité de désactiver l'analyse Flagger pour les mises en prod Standard. où il y a un changement de base de données destructif et impossible à faire en anticipation. C'est ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est le fameux skip analysis où en fait on passe comme si on était en mode standard sans Flagger, quoi. Il y a une autre question par là. 4 minutes. Bonjour, merci pour la presse. Du coup, moi j'ai une petite question. Souvent on met un petit CDN derrière un site web. Du coup, quand on a des personnes qui sont en Canaries, on va avoir des problèmes de cache ou des choses comme ça qui peuvent apparaître. Comment vous gérez ça en général? Parce que... Alors, ouais, tu prends, Ouais, je prends. En fait, c'est exactement la même chose que lors d'une mise en prod. Sauf que le souci, c'est qu'on a 2 versions qui coexistent et beaucoup plus longtemps qu'un rollout update habituel. Ça, c'est un problème très classique dans les front-end. Il y a plusieurs stratégies pour le faire. La base, le mieux, c'est de faire du fingerprinting sur ces assets, ou alors des e-tags, des choses comme ça. Mais le plus simple, c'est quand même qu'il y ait un ID dans chacun des assets, soit les CSS, les JS, etc. Et comme on fait du sticky session, on n'a pas le risque que quelqu'un ouvre la page web sur la version 2 et récupère les assets sur la version 1. Et l'alternative à ça, c'est que l'application dépose ses assets dans un bucket et que les 2 générations coexistent le temps où les 2 versions coexistent. D'autres questions? Bonjour, merci beaucoup. Moi j'ai une petite question. Vous avez parlé de Datadog et de Prometheus. Pourquoi les 2? Pourquoi pas plus l'un que l'autre, avec des problèmes de temps de remontée de données notamment? Je prends. Vas-y. Alors c'est simple, Datadog en fait c'était l'outil historique qu'on utilise en fait pour partie dev. C'est-à-dire qu'en fait les devs quand ils veulent voir en fait l'état du cluster, l'état de leurs applications, etc. C'est Datadog parce que c'est quand même globalement l'interface est quand même bien foutue. Le truc c'est qu'en fait comme Maxime l'a dit précédemment, c'est le délai. C'est-à-dire qu'en fait le délai d'ingestion des données, l'envoi sur Datadog, la récupération via le Datadog Metrics, on arrive vite à 30 secondes, 1 minute de délai. Et donc, du coup, pour réduire ce délai-là, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis Hotel Collector pour récupérer les métriques. On a fait un Y, donc on envoie les données sur Datadog, on envoie les données sur Prometheus. Et le Prometheus, nous, il est juste là pour le scaling, pour les données. Vraiment, il n'y a pas de rétention, c'est vraiment pour le scaling et pour Flagger. Et à partir de là, au lieu d'avoir 1 minute, on est à 15-20 secondes grand maximum, quoi. Et il y avait ça, il y avait aussi le souci de rate limit dont je vous parlais plus tôt. Comme on a quand même beaucoup d'applications front-end, c'est assez fragmenté. Le nombre de flaggers potentiellement en même temps risquait d'être trop haut et on savait très bien que les 429 allaient nous mettre dedans. Donc on allait chercher une alternative. Mais la difficulté, c'est qu'on a demandé aux devs de recréer des métriques, d'aller comprendre comment c'était ingéré dans Prometheus, qu'est-ce qui était disponible ou non, et ce n'était pas adapté. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'autre option qui était de trouver un moyen pour augmenter notre capacité à récupérer de la donnée dans Datadog avec l'opérateur. Une dernière question. Allez. Yes. Merci pour le talk. J'avais juste une petite question. Du coup, vous êtes sur Flux, donc vous faites du GitOps. Ça ressemble à quoi dans un chart Helm, typiquement, le fait d'utiliser Flagger? J'imagine qu'il y a une ressource deployment, une ressource Canary, mais est-ce que ça peut causer du drift, justement, le taf de l'opérateur sur la ressource? C'est marrant, c'est une question qu'on a anticipée parce qu'on l'a eu plusieurs fois de la part de nos devs. Oui, c'est légèrement une entorse au GitOps parce qu'on va avoir des ressources qui vont exister dans le cluster qui ne sont pas décrites, mais elles sont purement pilotées par Flagger en fonction de ce qui est décrit dans l'objet Canary. Donc normalement, il n'y a pas de surprise, si ce n'est vous modifiez l'autoscaling, ce n'est pas pris en compte tout de suite, etc. Mais normalement, il n'y a pas de drift en fait. C'est le Canary qui sert de base pour tous les changements et qui déclenche les analyses. Et c'est lui qui sert de base parce qu'il est redupliqué en permanence par Flagger pour le primary. Donc normalement, c'est des copies conformes, si ce n'est l'autoscaling, etc. Donc il n'y a pas de drift qui se crée. Sauf si
il y a un problème qui se déclenche de mauvaise analyse, etc., et que ça part en drift, mais ça peut arriver avec n'importe quel opérateur, n'importe quel contenu. Ok, merci. Écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé la session. Merci. Merci. Merci à vous deux.